Merci beaucoup de votre invitation. Je suis très contente d'être ici parce que un de mes objets d'étude, effectivement, sont les biens communs. Et par la force des choses, en ce moment, celui qu'on rencontre le plus, même s'il n'est pas qualifié de tel, et puis même si cette qualification n'est pas la bonne, l'un de ceux qu'on rencontre le plus activé en justice, c'est le système climatique. Alors je suis ravie de discuter avec beaucoup de ceux qui s'y intéressent depuis très longtemps et de soumettre un parcours de recherche et d'écriture. Je vais contextualiser ce que je vais dire, c'est-à-dire qu'après le dictionnaire des biens communs qu'on a co-dirigé avec Marie Cornu et Fabienne Orsi, on a beaucoup discuté de ces questions un peu partout et sur les ondes, et de ce fait, Odile Jacob m'a demandé de faire un livre sur l'idée de bien commun appliqué au climat, parce que c'est un exemple que je prenais souvent, même malencontreusement, mais dans les discussions qui se portaient sur ces objets, et de façon un peu inconsciente, j'avais répondu oui. Et donc je suis au bout de ce parcours, et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de discuter avec ceux qui s'y sont intéressés très tôt, et de croiser, en fait, il me semble que là on est au croisé de deux chemins, de ceux qui se sont beaucoup intéressés au climat et de ceux qui se sont beaucoup intéressés au bien commun. Et mon questionnement central est le suivant: c'est pourquoi ces arguments de défense des biens communs, on verra que c'est davantage ici d'une chose commune, pourquoi ces arguments, au moins dans les procès qui ont lieu en France et dans d'autres pays, ne sont pas présents, ne sont pas échangés comme des arguments pouvant emporter des effets juridiques, et pourquoi, à l'inverse, on axe la défense du climat sur des droits individuels majoritairement. C'est ça mon questionnement, et c'est en conséquence, est-ce qu'il y aurait une possibilité de défendre le climat comme un bien commun, ou plus exactement comme une chose commune, à condition évidemment de donner un régime effectif, un régime efficace à ces choses communes. Et l'enjeu derrière tout ceci, c'est aussi de défendre un statut d'une notion ou d'un domaine qu'on a totalement occulté, que la modernité a totalement occulté, c'est la sphère de l'inappropriable. Alors, je vous propose de revenir dessus, sur ce parcours, hein, j'insiste, c'est un parcours, et je serais ravie d'avoir la discussion. Ah, c'est embêtant. C'est bon? Désolée. Donc peut-être en deux temps. Le premier temps serait de présenter les notions, les qualifications qui sont dans la galaxie du commun. Pourquoi on a commencé à parler de commun, de bien commun, de choses communes, et qu'est-ce que veulent dire ces qualifications. Et le deuxième temps, de tenter d'en tirer une efficacité dans l'application au climat. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai, mais... 45 minutes. D'accord, vous m'arrêtez. Alors, le premier temps, ça serait de retracer l'historique de cette résurgence des communs, même si le terme de résurgence peut être trompeur, parce qu'on a en tête d'anciennes notions, j'y reviendrai, comme la chose commune, qui était là dès la Rome antique, ou les communaux de l'Ancien Régime, mais ce ne sont pas des superpositions qui seront en miroir avec ce que l'on trouve aujourd'hui. Mais il est sûr qu'on a en tête ces deux modèles. Et puis, donc pourquoi une résurgence, même si le terme n'est pas adéquat, des communs ou des qualifications qui s'en approchent, et quelles sont les conséquences, avec peut-être une cartographie de départ pour commencer à cerner ce que ça change. La cartographie de départ
pour les privatistes, avec cette difficulté d'avoir une frontière entre soi-disant le droit privé et soi-disant le droit public. Pour les privatistes, c'est vrai que nous avons été élevés dans l'idée qu'on a une propriété de ces biens absolue, exclusive, excluant les autres et pouvant conduire à une destruction de son bien, puisqu'on a un impérium absolu sur sa chose. Et pour le droit public, l'idée de souveraineté sur les ressources par l'État et une propriété publique qui, peu à peu, s'est alignée sur une propriété privée, l'idée d'une valorisation économique des ressources avec peut-être une minimisation de la protection de ces ressources. On a beaucoup attaqué, par exemple, le domaine public pour sa fonction environnementale, comme n'endossant pas suffisamment sa fonction environnementale, par exemple. Donc, sont dans le débat avec ces notions la propriété privée, la propriété publique, la souveraineté nationale. Quand on aborde les biens communs, quels sont les facteurs d'émergence de ces qualifications? Pourquoi on les voit ressurgir? On les voit ressurgir à partir des années 60 dans le contexte international, et là évidemment je parle sous le contrôle de bien plus connaisseurs que moi. On les voit ressurgir dans le contexte international à partir des années 60 du fait de la raréfaction des ressources ou de la volonté d'une mise en réserve, d'une exploitation non organisée de certains espaces ou de certaines ressources sous les traits dans des conventions internationales de patrimoine commun de l'humanité. Du patrimoine commun de l'humanité ou pour le climat, la préoccupation commune de l'humanité, ce qui n'est pas exactement la même chose, qui se veut beaucoup plus nuancé, insistant sur le risque et n'entraînant pas forcément tout le régime de ce patrimoine commun de l'humanité, d'inaliénabilité, de gestion raisonnée, d'accès équitable aux ressources, mais on voit ressurgir parce qu'on sent bien qu'il y a, et c'est la finalité, une finalité de protection à instaurer. On sent bien qu'on va tenter de mettre en réserve, tenter de mettre sous un statut spécifique de protection des ressources qui sont en passe de disparaître ou qui sont attaquées. Et dans ce premier temps, ce qui est intéressant de noter, c'est que le patrimoine commun de l'humanité, ça a été beaucoup discuté, n'implique pas forcément, et c'est en ça qu'il a été assez pratique, il n'implique pas d'une part que la souveraineté des États soit mise en question. Ils doivent chacun sur leur territoire réceptionner cette idée de patrimoine de l'humanité, mais comme ils l'entendent. Et cela n'implique pas, et c'est le deuxième point important, de statuer sur la propriété des ressources. Une propriété privée peut intégrer un patrimoine commun de l'humanité, comme il peut intégrer, comme un monument historique peut intégrer le patrimoine de la nation. Ça n'empêche pas que ce soit approprié, ça n'empêche pas que ce soit sous propriété publique, par exemple. Nos monuments historiques sont pour moitié sous propriété privée, pour moitié sous propriété publique, ils intègrent le patrimoine de la nation. Alors c'est vrai que dans l'ordre international, il y avait cette idée de inaliénabilité, et puis après, on a étendu ces questions à des ressources appropriées. Ça, c'est le premier temps, les ressources naturelles, la finalité de mise en réserve et de protection, et un constat qui est un constat récurrent pour le climat, la dissension des États, les intérêts dissidents et les antagonismes n'ont pas donné à cette notion l'effectivité qu'on pouvait en attendre. Symboliquement, elle est très forte. Symboliquement, elle est très forte, et ce n'est pas rien en droit, la représentation symbolique, mais en termes d'effectivité, les constats qui sont faits, que ce soit par Amida ou Stéphane Hayuk ou d'autres, c'est cet échec de la gouvernance, on y viendra, mais l'idée, c'est ce que
souligne aussi très clairement Mireille Delmas-Marty, l'idée que ces patrimoines communs en termes de qualification efficace ne sont pas parvenus à imposer une entente mondiale pour les préserver. Et ça, pour le climat, c'est assez intéressant à noter parce que ça a été l'un des premiers objets qui a été saisi, par exemple, par Ulrich Beck, grand sociologue allemand, comme le facteur de la constitution de la communauté du risque, c'est-à-dire l'idée qu'on allait tous se coaliser, qu'on allait tous admettre cette solidarité d'interdépendance parce que nous sommes exposés aux risques identiques de destruction du système climatique, de la vie. Alors au début, dans les années 80, quand il cartographie cette communauté de risque, il n'a pas en tête forcément le climat, mais il l'a en 2010 quand il revient sur ces questions. Et l'idée qu'une communauté, et là on voit la figure que ça impliquait, de cette communauté humanité, assez univoque, sans antagonisme, qui se serait soudée comme un seul homme autour de la préservation de ses ressources. Ça n'est évidemment pas ce qui s'est passé, évidemment, c'est très facile à dire a posteriori. Et même cette idée de communauté unique, soudée autour du climat, est remise en cause, par exemple, par Bruno Latour, comme dès l'origine étant impropre à parler de ces ressources, à saisir en tout cas ces ressources naturelles. Certains n'ont jamais cru, et ça c'est intéressant à soulever, certains n'ont jamais cru à cette communauté humanité, à l'idée qu'on arriverait à une entité qui serait suffisamment soudée pour prendre en charge ensemble le climat ou d'autres ressources naturelles, et c'est pour ça qu'ils proposeront d'autres figures. La deuxième chose, évidemment, ça a été beaucoup dit en droit international public, encore une fois, je parle ici en mettant des petits chaussons et en marchant sur la pointe des pieds, ça a été beaucoup dit, il n'y a pas eu de représentation de l'humanité, il n'y a pas eu de représentants de l'humanité, il n'y a pas eu d'ombudsman des générations futures, il n'y a pas eu de figure pour porter les intérêts de l'humanité qui sont restés divisés aux mains des États dans une gouvernance qui ne s'est pas mise en place ou qui a des failles. Ça, c'est le premier facteur, je dirais, d'émergence de ces qualifications et de une des premières qualifications, tout ce qui relevait du patrimoine commun. Le second facteur, ce sont les années 80 aux États-Unis et les années 90 en Europe. C'est l'extension considérable de la propriété intellectuelle qui va pousser à faire ressurgir d'autres formes de qualification, d'autres qualifications. Alors, c'est ce qui déclenche ce mouvement sont les constats suivants. Donc, c'est une tension qui s'est installée à partir des années 80, avec une première manifestation qui a été l'un des facteurs de réflexion très importants, qui est la privatisation du logiciel aux États-Unis. Et puis suivront la privatisation ou la brevetabilité d'éléments de la nature, d'éléments de l'humain qu'on pensait jusqu'à présent classés dans les découvertes et qui vont soutenir une brevetabilité et tomber sous une propriété industrielle. Cette extension de la nature vers la culture ou l'absence de frontières, la disparition de la frontière et l'extension du champ de la propriété intellectuelle dans des terrains qui n'étaient pas les siens, avec une force qui n'était pas la sienne, avec des prérogatives qui sont multipliées. Et je reviens à celui qui va, je dirais, soutenir une réaction une création juridique
assez révolutionnaire qui est le logiciel. Qu'est-ce qui s'est passé pour le logiciel? Et on réceptionnera cette tension par la suite en Europe. Il s'est trouvé que le logiciel, jusqu'aux années 80, est vécu par certains de ses développeurs comme précisément un travail incrémental, un travail d'accumulation à partir d'un fond commun de l'humanité. Il ne le formulez pas comme ça, mais c'est vrai que par exemple en propriété intellectuelle, on a cette grande question, est-ce qu'il y a de la création ou est-ce que chacun ne fait que se servir du fond commun de l'humanité pour ajouter son point de création et protéger ce point de création. Pour le logiciel, on avait une culture tout à fait particulière qui était précisément de reconnaître ce travail incrémental, de reconnaître qu'on évoluait en développant ce qu'avaient créé les autres. Et quand on a ce passage à la propriété intellectuelle aux États-Unis, il y a une réaction assez forte des laboratoires impliqués, et notamment il va y avoir une cartographie de sciences politiques assez forte par Richard Stallman, qui est de dire, de refuser cette propriété, d'ailleurs il ne l'appelle pas comme ça, et d'affirmer à l'inverse des libertés à partir du logiciel. Et comment il va faire? Alors lui ne le formule pas comme ça, mais ça a été d'utiliser la propriété non pas pour être exclusive, non pas pour jouer le jeu de la propriété, mais précisément pour l'inverser et inclure les autres dans la propriété. Ce sont les licences du logiciel libre. Alors, il y a toute une palette de formulations qui prend des nuances en fonction du fait qu'on se rattache à une école ou à une autre. Stallman ne s'exprime pas en termes de propriété, il s'exprime en termes de liberté fondamentale. La liberté de développer, la liberté de modifier, la liberté de transmettre, de faire circuler le logiciel que l'on a travaillé, et surtout d'avoir ces libertés à condition de respecter celles des autres et de laisser les autres user de la même ressource que celle qu'on a eue dans les mains, ou de pouvoir utiliser les modifications. On a cette inversion à ce moment-là de la propriété d'exclusive à inclusive avec ces licences du logiciel libre dans d'autres formulations, encore une fois, qui ne sont pas celles de Richard Stallman. Ces deux facteurs font qu'on va remettre au devant de la scène des usages communs, des finalités communes, que sont la protection, que sont l'usage, que sont pour certains l'additivité, c'est-à-dire la possibilité de participer ensemble à l'accroissement d'une ressource, comme celle intellectuelle, avec quand même une différence entre ce qu'on appelle et ce qu'on appellera par la suite, et je vais tout de suite donner la référence, les communs matériels ou les communs fonciers, et de l'autre les communs de la connaissance, et deux problématiques différentes. Les communs matériels, une problématique de surexploitation, de disparition, et les communs immatériels, les communs de la connaissance, la problématique d'incitation, c'est-à-dire que si on ouvre ces logiciels ou si on met à disposition ces œuvres, qu'est-ce qui incite à les produire? Donc il va falloir réfléchir différemment dans ces deux espaces. On a donc ces facteurs, et je vais en ajouter un troisième, qui est le facteur social, c'est-à-dire l'idée et l'émergence dans beaucoup de nos sociétés états-uniennes, européennes, de volonté sociale de faire commun, d'organiser des espaces, que ce soit des jardins partagés, que ce soit des habitats participatifs, que ce soit du logiciel libre, que ce soit la protection de biens culturels en Italie. On a aussi un mouvement social du faire commun, d'une organisation en commun de certains espaces de création autour de certaines ressources, dans la protection d'autres ressources, et on a donc un changement social qui
fera émerger, par exemple en France, après bien d'autres pays, l'habitat participatif. Alors, pour affronter, je dirais, ces facteurs économiques, sociaux, matériels, qu'est-ce qu'on avait comme notion à disposition? Il est évident que ce qui a énormément joué dans la formulation en termes de commun, de biens communs, de choses communes, de patrimoine commun, et je vais revenir sur ces qualifications qui ne sont pas équivalentes, qu'est-ce qui a beaucoup joué? Ça a été une théorisation qui a été extrêmement importante, qui a été celle de Elinor Ostrom et de son école qui s'appelle l'école de Bloomington. Et quel a été son travail qui a donné forme à une théorisation importante dans les années 90? Ça a été de démontrer, à partir de cas tout à fait palpables, réels, des études de cas, que ce soit des pêcheries, que ce soit des systèmes d'irrigation, que ce soit des forêts, et elle viendra par la suite au commun de la connaissance, de démontrer une chose qui était en contradiction totale avec la théorisation qui était faite à ce moment-là aux États-Unis, de démontrer que la mise en commun de l'usage de certaines ressources, ou en tout cas au-delà de l'usage, de la distribution de prérogatives autour d'une ressource, par exemple un système d'irrigation ou une pêcherie, ne conduisait pas inéluctablement à la tragédie des communs. Alors je vais reprendre ces deux termes. La tragédie des communs, c'est une formalisation de 1968 par un biologiste qui s'appelle Garrett Hardin, et la démonstration était la suivante, qui était tout à fait conforme à la vision dominante de l'économie américaine à ce moment-là. La vision est la suivante: si j'ouvre mon champ ou un champ à tout un ensemble de bergers qui viennent faire paître leurs chèvres, le résultat inéluctable, c'est la surexploitation de cette ressource, parce que personne n'en étant propriétaire, pas de propriété privée, tout le monde va aller vers son intérêt rationnel maximisé, c'est l'homo economicus du modèle standard. Tout le monde va poursuivre son intérêt maximisé et rationnel, personne ne va prendre en charge la préservation de la ressource, et nous serions conduits inéluctablement à une surexploitation et à une disparition de la ressource. Quel est le résultat de l'histoire? Le résultat de l'histoire, pour Hardin, c'est qu'il faut, pour qu'une ressource soit pérenne, soit une propriété privée, parce que le propriétaire privé prend en charge le long terme, soit une régulation publique qui va imposer cette prise en charge sur le long terme. Et plus globalement, que ce que les Américains appellent les Open Access Commons, les communs inorganisés, ouverts, ce qui est un oxymore pour certains, je m'expliquerai pourquoi, n'ont pas de possibilité d'être protégés. Ce que va démontrer Ostrom, c'est cette troisième voie, c'est-à-dire qu'entre la propriété privée et la régulation publique, des communautés organisées parviennent très bien à se mettre en place à des conditions très strictes, et on les cartographiera, et à assurer la conservation de la ressource. À ce moment-là, elle ne parle que des communs fonciers matériels. Quelles sont ces conditions? La première, c'est d'avoir une ressource ou un système de ressources. Alors si on en vient au climat qui est en filigrane, même si on y reviendra par la suite, on a un système climatique. D'avoir, deuxième condition, des droits distribués sur cette ressource, attention, pas n'importe lesquels, des droits distribués sur cette ressource qui sont le faisceau de droits, le bundle of rights, de la propriété américaine, c'est-à-dire l'idée qu'on, contrairement à une approche que nous, on peut avoir en maîtrise absolue
de la propriété française, hein, qui est une très belle innovation, entre guillemets, de la Révolution française. Il faudra y revenir, il n'est pas question de remettre ça en cause, mais d'avoir ce bundle of rights, ces sticks différents qu'on peut distribuer entre des personnes. Ce sont les droits d'usage, ce sont les droits de prélèvement, ce sont les droits de gouverner la ressource, d'exclure autrui, d'avoir une réglementation du conflit. Tout un ensemble de droits qui sont à la fois des droits sur l'usage, mais des droits de gouvernance, parce que, et c'est là que c'est tout à fait décisif, la troisième condition de reconnaissance d'un commun, c'est la gouvernance collective par la communauté elle-même. Et dans les modèles qui sont étudiés par Ostrom, c'est une communauté d'une centaine de personnes autour d'une ressource assez bien délimitée. La gouvernance collective, c'est ce que certains vont tirer, comme Dardot et Laval, comme ce faire commun et ne retenir que ça. Dans une perspective qui est très différente de celle d'Ostrom. J'y reviendrai tout de suite. Dans la perspective d'Ostrom, cette gouvernance collective, c'est donc une institution du commun. Il y a une représentation, il y a un gouvernement du commun. C'est une institution sociale qui est cartographiée en outre avec des principes très précis, même si on lui a beaucoup reproché de nier, par exemple, le conflit qui pouvait avoir lieu dans cette gouvernance. Dans ce modèle, quoi qu'il en soit, si je me replace par rapport aux propriétés privées, publiques et à l'État, il n'y a pas de conflit avec l'État. C'est-à-dire que ce sont des communautés qui gouvernent des ressources et qui se sont inscrits dans l'état du droit de la société dans lesquelles elles s'insèrent. Dans la théorisation qu'en ont fait Dardot et Laval, donc ça c'était, j'ai oublié de le dire, les communs, commons. Les communs, c'est la qualification qui va avec cette théorisation. Maintenant, quand on parle du commun, le commun, c'est davantage une référence à ce qu'ont théorisé Dardot et Laval dans commun. Et là, on a deux différences majeures. La première, c'est que tout est reporté quasiment sur le faire commun, donc sur cette troisième composante des communs, l'organisation collective, c'est ça le commun, parce que leur grande peur, c'est d'essentialiser des ressources et de dire par nature des ressources sont communes. Et de perdre ce caractère d'organisation sociale. Ça, c'est la première différence. Et la très grande différence, c'est qu'il ne se cache pas du tout d'avoir un objet révolutionnaire et d'y confronter l'État, c'est-à-dire d'avoir possiblement à terme une substitution de cette gouvernance des communs à l'État. Donc, c'est des différences très importantes. Alors, on a ce modèle. Si je poursuis avec ce que ça impliquerait de saisir le climat dans ce modèle-là, si déjà on a fait un sort, évidemment on pourra en discuter, à cette idée de patrimoine commun qui en plus était une déclinaison plus faible pour le climat de préoccupation commune. Si maintenant j'en viens à une gouvernance, on ne l'a pas vu pour le climat jusqu'à présent, on est en train de la voir à mon sens dans des déclinaisons très très spécifiques. On ne l'a pas vu pour l'instant pour le climat. Pourquoi? Parce que ce qui a été constitué à partir de la Convention des Nations Unies de 1992, c'est une gouvernance par les États mondiale. Et donc, il n'y a jamais eu de délégation, et comment aurait-il pu y en avoir? Ça n'est que les figures que l'on croise actuellement qui nous montrent que ça va peut-être s'implanter. Donc, il n'y a pas eu de délégation à des communautés intéressées, qui en plus étaient conçues comme la communauté mondiale unifiée. Il n'y a pas eu de délégation de gouvernement
à des communautés intéressées. Les États sont restés destinataires, ou en tout cas avaient le rôle de gouvernement ensemble du climat. Donc il me semble que la figure ne s'applique pas dans ces termes de communauté-gouvernance. Alors, si on progresse encore, on a également des formes qui sont des formes diminuées par rapport aux exigences d'Ostrom et à sa cartographie. Mais nous les avons, les juristes, sauf que c'est vrai qu'on les ignore assez largement. La première forme, c'est celle... Alors, je vais en donner deux exceptions. La première, très large, qui n'est pas connotée, ça serait celle des biens communs. Qu'est-ce que sont des biens communs? Toutes ces cartographies sont mouvantes. L'objet du dictionnaire des biens communs a précisément été de poser des jalons pour arriver ensemble à parler la même langue et de dire commun avec un S quand c'était le modèle d'Ostrom, commun sans S quand on était plutôt sur celui de Dardot et Laval, bien commun quand il n'y avait pas les caractéristiques propres du modèle ostromien et notamment quand il n'y a pas de gouvernance collective. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir dans un bien approprié, puisque nous les juristes nous parlons de bien quand il y a une appropriation, qu'un bien puisse être porteur d'un intérêt commun, que cet intérêt commun soit reconnu dans une société donnée. Il ne s'agit pas d'une naissance d'un bien comme commun. Hein. Ça, c'est le grand reproche que font Dardot et Laval aux juristes, ou à certains juristes qui se sont intéressés à la question, c'est de dire le climat ou un arbre serait commun, par essence. Ce n'est pas ça dont on parle. Une société peut reconnaître dans certains biens un intérêt commun et il va s'exprimer par un agencement spécifique des pouvoirs du propriétaire, nuancé par la prise en compte de l'intérêt commun. Alors le modèle, je l'ai déjà lâché, hein, l'un des modèles qui est un modèle, alors il nous paraît tout vieux, tout consensuel, ça a été une révolution quand on en a discuté à la fin du XIXe siècle, quand cette loi de 1913 est passée. Je parle des monuments historiques, et puis il y a toutes les déclinaisons de jardins remarquables. Qu'est-ce que fait passer comme idée cette loi? Et elle l'a fait passer en prolongement de toute une discussion italienne sur les biens culturels. Qu'est-ce que fait passer cette loi? Elle fait passer l'idée qu'on peut être propriétaire d'un monument historique, la propriété peut tout à fait exister, et j'insiste sur le fait que 50% de nos monuments historiques sont sous propriété privée, ça n'empêchera pas de reconnaître dans ce bien un intérêt commun. Ils sont au titre du patrimoine culturel répertoriés, ils sont protégés, parce qu'il y a cet intérêt de témoignage culturel ou historique. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Un affaiblissement, une prise en compte de ce caractère commun dans les pouvoirs du propriétaire, avec notamment des limitations. Il ne peut pas modifier l'aspect du bien. Il doit demander des autorisations pour toute réflexion, pour tout changement, Il y a comme un contrôle des pouvoirs du propriétaire pour qu'il se développe, déploie dans le sens de l'intérêt commun. Parce que ces biens, socialement, ont une destination. Ça ne veut pas dire qu'on supprime la propriété privée et ça ne veut pas dire qu'il y a un gouvernement collectif. Et donc ça, c'est une déclinaison qui est hors du modèle ostromien, que nous avons sous les yeux depuis longtemps pour pas mal de biens, mais que nous n'intégrons pas comme tel parce qu'on a du mal à penser cette propriété privée avec charge en intérêt commun. Pour le climat, il me semble que c'est une deuxième figure du bien commun qui est en train de s'imposer dans les procès climatiques. C'est la figure des beni comuni à l'italienne. Et il faut revenir sur cette figure parce que c'est la première à faire la jonction entre ressources à destination commune, je ne suis pas en train de dire commun avec un S, et droits fondamentaux. C'est une histoire qui
faut, je pense, prendre dans toute son envergure parce qu'elle est très intéressante historiquement et politiquement. Et elle montre pourquoi cette figure se développe en Italie et ne se développe pas forcément en France. En 2007, le gouvernement Prodi confie à une figure tutélaire de la doctrine juridique italienne, qui est Rodotà, Stefano Rodotà, confie une mission de réforme du Code civil, avec un objet initial qui était la réforme de la propriété publique. Parce que en Italie, émergeaient des contestations beaucoup plus qu'en France, et j'insiste sur ce point, de la façon dont l'État italien, qui a deux caractéristiques qui le rendent très très différent de celui français. La première, c'est qu'il est beaucoup plus récent et que les régions sont très puissantes. Et la seconde, c'est qu'il est très endetté. Et donc, qu'il y a une contestation de la façon dont le domaine public remplit sa vocation de l'usage de tous, de garantir l'usage de tous, de garantir la protection de certains biens, dont ceux qui sont intuitivement communs pour les Italiens, précisément pour beaucoup les biens culturels. Et on a cette contestation sociale très importante, on a une contestation doctrinale bien plus affirmée qu'en France de la figure du domaine public, et on confie à cette commission un travail de réforme sur ce point. Que va-t-il se passer pendant ce travail? Il va se passer des contestations sur deux plans qui, en conséquence, vont réorienter la réflexion. La première, ça a été une contestation très importante, et là, le lien avec le climat est assez spectaculaire, une contestation sur l'eau et l'accès à l'eau et la gestion de l'eau, concédée à des entreprises privées et remise en question dans cette gestion par la population jusqu'à ce qu'on parvienne à un référendum sur l'eau. Donc un référendum sur une ressource naturelle dans sa gestion, dans sa prise en charge, dans l'accès qu'on peut en avoir. Et la deuxième contestation qui émerge socialement et qui produira cette réorientation, c'est une contestation très importante sur les lieux culturels. On est en phase à ce moment-là de privatisation, de volonté de faire passer des espaces publics comme les théâtres à des espaces privés, ce que n'accepte pas une certaine partie de la population et sur lesquels vont se focaliser une contestation sociale très importante, des occupations et autres mouvements de protestation. À nouveau, tout parallèle avec les contestations plus ou moins radicales sur le climat serait tout sauf un hasard. Et que fait cette commission? Elle va intégrer la contestation. Il faut dire que Rodotà avait une idée assez préconçue, c'est une doctrine assez particulière en tant que telle, mais ils vont intégrer dans la proposition de réforme la catégorie, à côté des biens privés, à côté des biens publics, des beni communi, des biens communs, en la définissant d'une façon qui est large, qui a été critiquée comme telle, mais qui fait une jonction qui est, à mon sens, omniprésente, sans être explicite dans les procès climatiques. Comment ces biens communs vont-ils être définis? Comme ceux qui permettent l'effectivité des droits fondamentaux, et comme on leur reprochait évidemment d'être beaucoup trop large dans cette définition, vont suivre des listes, que ce soit de biens communs culturels, de biens communs naturels, de places publiques et autres, d'espaces, parce qu'il y a aussi une idée de communs urbains en Italie. Et on arrive à cette figure du bien commun entre les deux, avec cette affirmation qui est celle qu'on sent en filigrane depuis toutes ces explications, c'est-à-dire que d'un côté, on peut avoir le titre de propriété, le bien peut être privé, le bien peut être public, mais il y a une autre titularité. Il y a une communauté
qu'il y a une sorte de titularité. Ça ne veut pas dire des droits, ça ne veut pas dire qu'on peut s'approprier le bien. Ça veut dire que ce bien va avoir un statut particulier dès lors qu'il est vital, nécessaire, rend effectif les droits fondamentaux. Pourquoi, à mon sens, c'est ma grille de lecture, évidemment, elle est sûrement déviée, pourquoi, à mon sens, on voit tous ces droits individuels en défense de l'atmosphère, en défense de l'environnement sain, en défense de la vie, de l'alimentation, de l'eau dans les procès climatiques, même si la jonction avec la ressource commune n'est pas faite, pour moi c'est cette jonction qui est à l'œuvre, qui a été explicitée dans les Beni Communi et qui est faite aux États-Unis où on adjoint d'un côté dans les procès des enfants à Children Trust leurs droits fondamentaux ainsi que ceux des générations futures et également cette figure de la réserve pour tous qui est le public trust. L'idée que l'État fédéré ou fédéral serait le gardien, doit agir comme gardien de l'atmosphère pour tous, pour que chacun puisse exercer ses droits, chacun présent, c'est ça la limite des droits fondamentaux à mon sens, chacun présent mais aussi futur, et chacun, et c'est ça la deuxième limite pour moi des droits fondamentaux, incluant les autres, des droits inclusifs parce que derrière il y a la ressource commune. Donc on a cette figure des biens communs et on n'est toujours pas au climat. Pourquoi ? Parce que les biens communs, si on prend au sérieux nos qualifications juridiques, présupposent une appropriation. Or, le système climatique, même si on a essayé de nous fabriquer des biens et qu'on a réussi, de quotas d'émissions, le système en lui-même ne supporte pas une appropriation. C'est pour ça que la dernière, je dirais, qualification qui remonte et qui a été également retravaillée et relue, c'est celle de choses communes, celle de res communes du droit romain. J'insiste sur le fait également parce qu'on pourrait se dire notre très bel article 714, il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est ouvert à tous, qui est une magnifique formule. On pourrait se dire que c'est un article tout à fait isolé et que cette idée n'a lieu que dans les États qui ont réceptionné le droit romain. D'abord, ce serait trop large parce que des États qui sont nos voisins ne connaissent pas cette notion, mais ce serait inexact. Pourquoi ? Parce que précisément, l'une des ramifications historiques du public trust sont les res communes. Que fait le Québec actuellement par rapport à l'eau ? C'est de se fonder sur l'article 913 et de décréter, article 913 qui est le miroir, même s'il n'est pas formulé pareil, de 714, et de décréter l'eau chose commune, avec un régime qui va avec. Alors, moi, c'est là où j'en arrive dans tous mes développements, c'est-à-dire que le système climatique est une chose commune. Pourquoi ça nous intéresse parce que jusqu'à présent, ça n'était pas très intéressant. Quand on avait la gouvernance mondiale et que personne ne s'occupait dans chacun des États de tirer vers lui la défense du climat, ça n'était pas très intéressant de travailler des argumentations plus efficaces en justice. Désormais qu'on reterritorialise, qu'on relocalise via les engagements de l'accord de Paris de chacun des États et qu'on essaye de les mettre chacun d'eux devant les obligations, entre guillemets, puisque toute la question est là, devant les engagements qu'ils ont pris et que, en conséquence, chacun a à formuler ses propres argumentations pour défendre le climat, là, ça redevient intéressant de travailler ces qualifications et de voir quels sont les régimes qui sont impliqués. Pour l'heure, la majorité des argumentations, on l'a dit, se fondent sur les droits individuels.
Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans l'affaire Ouganda, par exemple, on a vu l'une des limites des droits individuels, parce que si on a accepté que viennent en justice les personnes présentes sous juridiction de la Cour de la Haye, on a exclu les générations futures et ceux qui n'entraient pas dans cette juridiction. Et faire la jonction avec la ressource commune, c'est à la fois dire quelle est la communauté qui a la titularité, c'est à la fois faire une jonction avec les droits fondamentaux, et c'est à la fois, si on veut le faire, proposer un régime qui soit plus efficace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi n'en avons-nous pas? On n'en a pas parce que, ça c'est ce qu'a magnifiquement démontré Marie-Alice Chardot, nous n'en avons pas parce que cette notion de chose commune était ajuridique. C'était un constat que certaines choses ne pouvaient pas être appropriées. On ne peut pas s'approprier l'air, on ne peut pas s'approprier l'eau de la mer, on ne peut pas s'approprier l'eau d'un fleuve, ça n'est pas possible, c'est une chose commune, tout le monde en a l'usage, c'est un constat, qui n'est pas complètement exact, et d'ailleurs ce n'est pas ce que dit Marie-Alice, puisque Yann Thomas a par exemple démontré que dès la Rome antique, on avait une volonté pour certaines choses d'une mise en réserve pour Dieu ou pour la cité. Donc il y avait une vision politique à Rome de la res communis. Ça n'était pas forcément déjà juste un constat que la chose ne pouvait pas être appropriée. Tout le travail qui a été fait, alors que ce soit aux États-Unis par John Sfax pour le Public Trust, ou en France par Marie-Alice Chardot de redécouverte de la chose commune, c'est de dire on doit désormais en avoir une vision normative, décider que certaines choses sont communes et œuvrer pour qu'elles le restent. C'est-à-dire garantir, ça n'est plus ajuridique, c'est accoler à cette notion des règles qui vont faire qu'on ne pourra pas soustraire cette chose commune à l'usage de tous, que l'usage est forcément inclusif, première chose, et que garantir l'usage de tous, ça veut dire garantir la pérennité de la ressource, bien évidemment, en premier lieu. Alors c'est là, moi, où j'essaye de conclure par un régime de la chose commune et de voir ce qu'ajouterait cette argumentation au procès qui au moins se déroule en France, même si ça n'est pas du tout évidemment une critique de ce qui est fait ou de dire que ce serait mieux comme ça. C'est dans ce moment où il y a une urgence absolue, dans ce moment où on cherche comment rendre plus efficace la défense du climat, pourquoi ne pas utiliser ces arguments en plus? Et de montrer déjà d'une chose quelle est la titularité du système climatique, que chacun peut le défendre. Moi, je suis pour une action populaire, même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque tout le monde ne va pas se lever le matin pour aller défendre le climat, même si on voit bien que ce qui se figure avec la pétition ou avec les mouvements dans la rue, c'est bien de ça dont on parle. La deuxième chose, c'est de reconnaître le lien entre ces droits à une atmosphère pure, à l'environnement sain, à vivre, et le soubassement que ça implique vis-à-vis de la ressource commune, mais je vais remettre en question dans un dernier temps ce terme de ressource. Et troisième point, de sanctionner les abus de jouissance de la chose commune. Ça, c'était une très vieille intuition, très allusive de Aubry-Hérault, qui a été reprise par Marie-Pierre Camproux-Dufresne, qui a été également retravaillée par Marie-Alice. Et de faire ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut tenter une responsabilité pour abus de jouissance des choses communes. Et qu'il me semble que la formulation, par exemple, de l'un des derniers procès qui est en cours contre Shell aux Pays-Bas, relève de cette argumentation. Et d'ajouter en fait à ces questions et de responsabilité et également de mise en visibilité des activités des entreprises, par exemple, cette idée qu'il y a désormais cette limite de l'abus de jouissance des choses communes.
Alors évidemment, là je ne vais pas rentrer dans le détail, ça remet beaucoup de choses en question. Ça remet en question l'idée qu'on pouvait se servir de ces grandes ressources comme on le voulait, sans aucune limite. Ça veut dire qu'on peut être responsable, mais on peut raffiner, il n'y a pas que des actions en responsabilité pour ces abus, mais il me semble que c'est ce qui est en train de se dessiner dans beaucoup d'actions qui ont lieu. Alors le dernier volet, et c'est pour ça que je faisais des allusions tout à l'heure à cette figuration très spécifique, le dernier volet qui, à mon sens, est en train de se mettre en place de façon tout à fait étonnante et en prenant un chemin qui nous est très peu familier, ce sont des communs du climat. Je vais m'expliquer. Il me semble que la troisième voie qui est empruntée actuellement, qui est la plus étonnante, je dis troisième voie parce que dans le livre, j'ai tenté de cartographier une première voie qui est par rapport aux États, une seconde qui est par rapport à la réintériorisation des externalités négatives pour les entreprises, avec tout ce que ça implique à la fois de responsabilité et de mise en visibilité des liens de leur activité avec le climat. Et la troisième voie, c'est la voie des autres personnes, c'est-à-dire le fait que l'Amazonie ou la Nouvelle-Zélande, ou que le fleuve Ouangani en Nouvelle-Zélande soit reconnu des personnes. Ça, c'est la troisième voie que nous montrent d'autres cosmologies. Il est évident qu'on ne va pas raisonner à l'identique des Maoris ou à l'identique de communautés autochtones qui sont le long du fleuve Atrato en Colombie ou de l'Amazonie. C'est une évidence, il ne s'agit absolument pas d'acculturer ces créations. Elles ne sont pas toutes reliées au climat. En revanche, l'Amazonie, sa protection contre la déforestation à l'initiative de jeunes a été reliée au climat, au système climatique, à la préservation du système climatique. Et pour certaines de ces constructions, pourquoi, à mon sens, ça n'est pas seulement une personnification d'une entité naturelle, pour moi, et moi je dis tout de suite l'influence pour que ça ne trompe personne et que ce soit assez clair, pour être honnête, l'influence est très claire pour moi de Bruno Latour. Ce sont la reconnaissance des communautés interaction, c'est-à-dire que pour beaucoup, ces personnifications ont eu lieu parce que des communautés locales ou autochtones étaient prêtes à demander la garde de ces entités qui participent du système climatique. Ça n'est pas toujours le cas, c'est vrai pour les Maoris qui, en plus, alors c'est une lutte qui a commencé à la fin du XIXe siècle, sur ce fleuve qui est à la fois dans un lien filial et dans un lien sacré avec leur communauté. Mais pourquoi c'est l'exemple le plus intéressant? Parce qu'il y a institution politique de cette interaction. C'est-à-dire que les Maoris ont été reconnus en parité avec le gouvernement néo-zélandais gardiens du fleuve. Et que ce fleuve a des représentants qui parle pour lui, mais son intérêt est pris en compte en tant que tel. Ça parle pour lui. Donc il y a une représentation de l'entité naturelle qui repose sur une communauté qui prend en charge l'entité. Et il me semble que cette cosmologie si éloignée peut quand même nous donner des directions parce que elles sont sur la table, elles sont sur la table chez Dominique Bourg, elles sont sur la table chez Bruno Latour, elles sont sur la table, c'est vrai qu'elles étaient peu audibles jusqu'à présent. Moi-même, je dois le confesser, je m'étonne d'être arrivée jusqu'ici, mais représenter ces entités qui participent du système climatique ou d'autres, qui participent de notre interaction et de notre système de vie, me semble maintenant indispensable. Et qu'on doit aller vers des communautés, des communs naturels qui ne soient pas justement ce rapport personne-chose, et c'est pour ça que le terme de ressources que j'utilise depuis le début est tout à fait impropre, mais il a le mérite de parler de quelque chose, mais qu'on doit aller vers une représentation de cette interaction qui ne soit plus précisément une représentation sujet-objet. Parce que l'interdépendance est telle qu'il nous faut
inventer autre chose, et que c'est commun avec les entités naturelles elles-mêmes, c'est une direction, me semble-t-il, qui n'est pas forcément négligeable. Je vais peut-être m'arrêter là. Très bien. Merci beaucoup.